Il s'est dit beaucoup de choses déjà depuis ce matin, beaucoup. Merci d'avoir suivi ça. La table ronde que nous avons organisée là est justement avec des gens qui ne sont pas impliqués dans la consultation au sens direct. Les architectes qui sont là ne sont pas, et volontairement pour qu'il y ait une sorte de regard transversal et poser des questions génériques sur le fond des choses et pas uniquement sur les sites. Hein. Voilà, je tiens à le préciser. Alors, je remercie Emmanuel Cos, qui a représenté notamment tous les bailleurs. Donc, elle est présidente de l'Union sociale pour l'habitat, et donc elle représente la maîtrise d'ouvrage ici. Là, justement, elle attend des habitants aussi. Hein. Elle va pouvoir parler en ce nom. Je remercie aussi Carl Essiop, qui vient de Barcelone, architecte, urbaniste, et qui a à son actif la transformation des quartiers les plus durs de Barcelone, qui s'appelait la Mina, où avant on n'allait pas, ou même la police n'allait pas, je tiens à le dire, et qui, grâce à l'intégration de nouvelles Ramblas, exactement comme dans le cœur de Barcelone, a réussi à redonner une qualité de vie à tel point que même les habitants, il le dira, ont, accepté que la police revienne. Donc, je le dis comme ça. Florence Lipski, architecte, on connaît son engagement dans son travail sur la question du logement et notamment sur la question environnementale appliquée dans le logement. Donc ça, c'est très intéressant. Elle travaille notamment sur le programme du GIPS engagé pour la qualité du logement de demain. Donc c'est dire à quel point son engagement est fort. Et puis avec évidemment Lipski Relais, hein, c'est l'agence Lipski Relais, mais aussi elle enseigne, elle a beaucoup travaillé sur les campus et donc elle sait ce que c'est que fabriquer de la ville à partir d'un programme. Et donc c'est pour ça que cette vision un peu transversale, elle a Anne-Cécile Jacot, paysagiste conceptrice de l'agence Omnibus et lauréate du Grand Prix du paysage. Elle vient de Metz particulièrement pour nous parler de ça. Et elle travaille beaucoup avec les habitants. Donc voilà. Et puis Pierre Gilbert, voilà, qui lui est sociologue à l'université de Paris 8 et justement qui suit tous ces sujets depuis très longtemps et peut analyser les politiques de la ville. Et c'est peut-être par lui que je vais commencer sur finalement qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ce genre de journée. Vous avez entendu les attendus des maires, vous avez entendu les attendus des maîtres d'ouvrage, vous avez entendu aussi les aspirations des architectes à changer un état des choses. Comment vous le voyez de votre fenêtre de sociologue ? Ouais, merci beaucoup de l'invitation. J'interviens donc en tant que sociologue spécialiste des quartiers populaires et des politiques de la ville, avec un regard, donc vous l'avez dit, un peu décalé. La question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est la suivante, c'est que peut l'architecture ? On est à un moment où charnière dans l'histoire des politiques de la ville, où on arrive à la fin du PNRU 2, on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. On a un nouveau programme qui fait appel essentiellement aux architectes et aux urbanistes et qui confie une grosse responsabilité aux architectes et aux urbanistes. Donc j'ai envie de poser la question, à partir de mon regard de sociologue, que peut l'architecture ? La première réponse que je vais donner, c'est la suivante, c'est que l'architecture ne peut pas tout. Alors, il y a un siècle, un peu moins d'un siècle, certains architectes les plus en vue se voyaient volontiers comme des démiurges, capables, grâce à leur geste architectural, de faire surgir l'homme nouveau, et croyaient beaucoup dans leur pouvoir. L'histoire des grands ensembles est aussi une histoire dans la croyance de l'utopie, hein, de la puissance de la forme urbaine. Grâce aux grands ensembles, au confort moderne, on pensait faire disparaître les inégalités, les classes sociales. Les 60 dernières années ont montré que ça n'a pas tout à fait marché et Dieu merci, les architectes aujourd'hui, et on l'a entendu aujourd'hui, sont beaucoup plus modestes et beaucoup plus réalistes. Cela dit, le programme Quartier de demain confie malgré tout un grand pouvoir à l'architecture et aux urbanistes pour résoudre ce qu'on a appelé pendant longtemps le problème des banlieues. Alors je voudrais revenir un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a entendues sur la manière dont on comprend, dont on saisit les problématiques de ces quartiers et de leurs habitants autour d'un certain nombre de termes, de notions qui, depuis longtemps, servent de boussole aux politiques de la ville. Et une des notions qui revient beaucoup, c'est celle de ghetto. Celle de ghetto qui fait largement consensus,
dans l'espace public politique. Et le ghetto, c'est ce que montre un grand nombre d'enquêtes en sociologie. L'image du ghetto, c'est une chimère. C'est une chimère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de rapport avec la réalité empirique de ces quartiers. Et c'est aussi quelque chose qui fait peur et qui tend à construire la population de ces quartiers, les modes de vie de ces quartiers, comme quelque chose de menaçant. Pierre Gilbert, si vous me permettez, juste, quand même, on a entendu plusieurs fois aujourd'hui le mot relégation. Il a été employé. C'est pas une vue de l'esprit, quand même. Le mot a été employé. Alors justement, le terme relégation a été employé. Alors, tout dépend de ce qu'on entend quand on parle de relégation. Le mot ghetto, il a un grand succès aussi parce qu'il donne lieu à plusieurs usages. Alors il est généreux parce qu'il s'agit de dénoncer la ségrégation raciale, sociale, qui existe et qui est réelle. Mais il repose sur deux piliers. Le premier, c'est l'idée de relégation. Cette idée de relégation, en fait, il faut la prendre avec précaution. Oui, il y a des formes de ségrégation, c'est ce qu'on observe dans les enquêtes quantitatives et qualitatives sur les quartiers populaires, mais en réalité, on n'est pas du tout dans la forme qu'on connaît par exemple dans le modèle du ghetto noir états-unien du milieu du XXe siècle, qui sert de référence, d'un enfermement complet d'une minorité dans un quartier. Donc il y a cette idée que la population serait enfermée dans ces quartiers, etc. Or, ce que montrent les enquêtes, c'est que c'est faux. Il y a une très grande mobilité quotidienne dans ces quartiers. Ces quartiers attirent aussi les populations de l'extérieur de façon quotidienne. Et il y a une grande mobilité résidentielle dans ces quartiers. Pour une partie de la population, arriver dans ces quartiers, ça peut être une forme de déclassement. Mais pour beaucoup, c'est aussi une forme de... c'est une forme de stabilisation dans des trajectoires résidentielles heurtées, précaires. Et de ce point de vue, le rôle du logement social est essentiel dans les stabilisations de ces trajectoires résidentielles. Donc le premier pilier de ces théories du ghetto, il est largement à remettre en cause. C'est cette idée de relégation. En fait, il y a aussi beaucoup de mobilité. Et les quartiers populaires, qui se situent en bas de la chaîne de la hiérarchie résidentielle, jouent un rôle central pour accueillir, de façon temporaire ou non, les populations les plus précaires, les plus modestes. Alors, ce qui pose le plus de problème, c'est le deuxième pilier de ces théories du ghetto, c'est l'idée que dans ces quartiers, cette ségrégation supposée, cet enfermement supposé, générerait des formes de vie sociale un peu pathologiques, qui seraient un danger pour la population elle-même, parce que ça l'empêcherait de s'intégrer socialement, etc., mais un danger pour la République aussi, puisque... et on a entendu d'autres termes aussi aujourd'hui, l'idée qu'il y aurait du communautarisme, du séparatisme, et il y a d'autres termes qui reviennent souvent pour décrire ces quartiers, des zones de non-droit, etc. Tout cet imaginaire, les enquêtes sociologiques montrent que ça ne colle pas avec la réalité. Donc il me faudrait beaucoup de temps, et là je ne dispose pas de ce temps pour en faire la démonstration complète, mais quand on prend par exemple la question du sexisme, quand on regarde bien, les enquêtes montrent que les violences de genre, on les retrouve partout dans l'espace social. L'affaire Pellico l'illustre très bien. Autre exemple, l'idée qu'il y aurait de l'assistanat, que ces populations seraient durablement éloignées de la norme de travail, elle est totalement fausse. La majorité des personnes en âge de travailler, dans les quartiers prioritaires, exercent un emploi formel. Et par ailleurs, les gens travaillent par du travail gratuit, domestique, etc., et valorisent beaucoup le travail. Donc on pourrait faire une liste qui serait très longue pour démontrer que cette idée de ghetto, elle est fausse. Or, le problème, c'est que cette idée de ghettoisation, elle sert de cadre aux politiques de la ville, depuis les années 80, et en particulier depuis la fin des années 90, et la mise en place du renouvellement urbain, puis de la rénovation urbaine, qui a conduit à miser, et je reviens à l'architecture, à miser l'essentiel de l'action publique de ces politiques de la ville sur l'urbain. Le volet social des politiques de la ville a été progressivement largement réduit au profit d'une action urbaine qui vise à produire de la mixité sociale, rendre ces quartiers attractifs, avec l'idée que le principal problème, ce serait la mixité sociale. Or, cette idée, en fait, il faut aussi largement la remettre en cause. Ce que montrent les enquêtes, c'est qu'il y a un endroit dans le monde social, en France et à l'international, où la mixité sociale produit systématiquement des effets positifs, c'est à l'école. C'est à l'école. Donc si on veut vraiment lutter pour la mixité sociale et produire des effets positifs, il faut le faire dans les politiques scolaires. Au niveau résidentiel, il y a un très grand nombre d'enquêtes partout dans le monde, en France aussi, qui montrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que c'est pas si simple, notamment pour la question de l'accès à l'emploi. Des formes d'entre-soi, ethno-raciales ou de classe populaire, peuvent offrir des ressources aussi aux populations locales. Et ça fait partie de la vitalité de ces quartiers qui a été largement évoquée aujourd'hui. Donc il faut se défaire de ces théories du ghetto. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qui est important à avoir en tête, puisqu'il y a à la fois ici des élus et des architectes et urbanistes, c'est que l'architecture ne peut pas tout, et tout miser sur l'architecture ne peut pas fonctionner. Et en particulier, et je suis particulièrement inquiet en fait à l'heure actuelle sur ce que vont devenir
les politiques de la ville, pour résoudre les inégalités et améliorer la vie des habitants, l'urbain n'est pas tout. Et en particulier, le volet social des politiques de la ville, qui a été largement fragilisé, en particulier au cours de la dernière décennie, est essentiel. Le soutien à la vie associative locale, les politiques sociales jouent un rôle déterminant. Ça, c'est une dimension essentielle. J'ai bientôt terminé pour ce premier point, mais ce matin, j'ai entendu avec plaisir le président de la République dire qu'on constate une sous-dotation en termes d'investissement public dans les quartiers prioritaires. C'est très bien de le reconnaître. Maintenant, il va falloir sans doute mettre en place des politiques pour au moins donner accès aux droits communs à la population de ces quartiers. D'accord ? Dans les politiques scolaires, les politiques de santé, les politiques de justice. Pour les populations les plus précaires, les populations des quartiers populaires, les services publics, c'est le patrimoine des pauvres, c'est le patrimoine des démunis. Et de ce point de vue, le logement social joue un rôle déterminant. Voilà, donc on ne peut pas se contenter de ça, et de la même manière sont aussi essentielles les politiques de régulation du marché du travail, de protection sociale, la protection contre les risques santé, retraite, chômage, etc., joue un rôle déterminant dans la vie des habitants. Et donc je prends c'est mon premier temps de parole, je reviendrai plus après sur ce que peuvent faire vraiment les architectes et les urbanistes à partir des connaissances de sciences sociales, mais il est important de souligner que cette dimension sociale des politiques publiques, elle ne doit pas être oubliée. Et voilà, j'espère que ce message sera entendu, et aussi que je vous invite vraiment à lire les analyses qui sont critiques, fondées sur des travaux de sciences sociales, de cette idée de ghetto qui est très problématique en France et qui conduit à stigmatiser très largement la population. L'idée de ghetto, en fait, elle alimente des discriminations que subissent la population sur le marché du logement, de l'emploi, etc. Emmanuel Cos, dites-moi sur là aussi, reprenons ce mot de ghetto, juste pour... et comment vous le vivez vous-même ? Est-ce que vous pensez que c'est pas le bon mot ? Est-ce que c'est... Alors, moi, je ne parle pas de ghetto quand je parle des quartiers politiques de la ville, mais je parle de ségrégation raciale, sociale, économique, parce que c'est une réalité. Il y a aussi de la ségrégation sociale, raciale, économique dans les quartiers de riches. Donc, je veux aussi le redire, parce qu'il y a en effet des ghettos qui vivent très bien. C'est les ghettos de l'entre-soi, des gens qui gagnent très bien leur vie, qui peuvent se passer en effet du service public, de la régulation et de l'État. Et moi, ce que j'ai apprécié beaucoup dans la journée d'aujourd'hui, donc j'ai assisté à ce matin, mais j'étais pas là en début d'après-midi, justement, c'est que j'ai entendu des élus qui, en portant donc leurs projets sur des quartiers en politique de la ville, n'ont pas de problème à assumer ce qu'est leur quartier. On a beaucoup parlé du fait que les gens avaient envie d'y vivre. Il fallait simplement trouver les conditions pour y vivre. Et c'est ça la question, me semble-t-il. Et y compris, c'est une belle journée qui répond à beaucoup de conneries que j'ai entendues il y a quelques mois de certains ministres sur les locataires HLM, les quartiers populaires et tout ça. Et je le dis parce que, puisque je suis là, ça me permet de l'exprimer. Puis en plus, il est plus ministre, alors c'est plus facile. Mais non, mais je le dis parce que c'est très sérieux. Parce que là, on a une journée franchement formidable, exemplaire. Je le dis devant les équipes du JPEPO. Enfin, c'est formidable parce qu'on a l'État qui décide de mettre de l'argent pour payer des architectes, des urbanistes, des paysagistes pour réfléchir. Et on aimerait bien que ça soit tout le temps comme ça. On le fait sur 10 quartiers, 10 projets très compliqués, y compris sur lesquels beaucoup d'élus, de bailleurs se posent des questions depuis très longtemps. Et en plus, moi ce matin, j'ai vu la présentation sur l'ODEV. Je trouve ça extrêmement puissant et intelligent qu'on parte de ces deux rivières pour réfléchir à un quartier. Ça nous permet vraiment d'avancer. Mais je réfléchissais à ça durant le déjeuner où j'étais pas là. À côté de ça, il y a en effet une politique de rénovation urbaine où on attend toujours que l'État paye ces 730 millions qu'il nous doit. Non, mais je dis parce qu'en fait, il y a vraiment le feu en fait actuellement sur les politiques de rénovation urbaine et on mise pas que sur le bâti. Mais en fait, dans ces politiques-là, on vise aussi à répondre à des enjeux essentiels de réparation, de modernisation de quartier, et puis il y a aussi de répondre parfois à des bâtiments qui vont mal et qui dysfonctionnent réellement.
Et la question, c'est cette intelligence, et je veux vraiment remercier tout le monde parce que moi, c'est vraiment une très très belle journée, y compris ce qui était très puissant, c'est de voir les équipes qui vont être en dialogue compétitif là, durant vos interviews, déjà commencer à phosphorer entre elles sur ce qu'elles veulent faire comme proposition. Et y compris, je me demandais, et je pense que le JPPO y réfléchira, je me demandais comment est-ce que demain on peut bénéficier de ces réflexions-là pour bien d'autres quartiers. Mais voilà, aujourd'hui, la rénovation urbaine, les quartiers politiques de la ville, c'est quand même 6 millions de personnes qui vivent en quartier politique de la ville. C'est que 30% de logement social en QPV. Donc la question, c'est pas que le logement social, c'est on fait quoi de l'habitat privé dans ces quartiers politiques de la ville. C'est des habitants qui vieillissent. C'est des quartiers qui restent stigmatisés malgré des efforts très importants. Et en effet, on a besoin de tout ça. Donc là, on le fait à l'échelle de 10 quartiers. C'est des centaines de quartiers qui auraient besoin en fait de cette même intelligence et ces mêmes moyens. Et voilà, on est très loin de tout ça, d'une part parce que le nouveau programme de rénovation urbaine, donc, qui devait s'achever en 2026, je vous cache pas qu'on est très loin de l'avoir terminé. Hein. On est, je dirais, à moitié. Et un rapport vient d'être rendu sur l'avenir de la politique de rénovation urbaine qui pose beaucoup de questions. Et comme vous l'avez vu, nous attendons toujours une mission de préfiguration pour justement réfléchir ensemble à l'avenir. Et j'ai pas eu l'impression qu'actuellement, le gouvernement ait très envie de lancer ce travail. Et pourtant, il y a vraiment des enjeux essentiels. Ça a été dit ce matin par Bruno Perriou à Corbeil-Essonnes. Il y a 2 ans, il y a eu des émeutes d'une violence extrême, pas qu'en quartier politique de la ville, hein. Beaucoup dans des endroits où il n'y avait pas de question de quartier en politique de la ville, mais qui appelaient quand même des sujets sur le mal-vivre dans des territoires qui sont en QPV, qui sont en zone très urbaine, qui sont en ville moyenne. Il y a aussi il y a eu des sujets très importants sur le fait de ne pas se sentir dans une communauté de vie. Et donc, si ces réflexions-là, elles peuvent, et ce talent, enfin l'intelligence que porteront ces équipes peut nous permettre de répondre à ça, c'est essentiel. Voilà, donc moi, je sais pas ce que je vais dire d'autre. Mais on va y revenir, Emmanuel. Je voudrais demander de l'autre côté des Pyrénées, là, est-ce que le mot... oui, quand même. Barcelone, c'est de l'autre côté des Pyrénées, on est d'accord. Donc, justement, est-ce que ce mot ghetto, vous l'utilisez? Est-ce que le mot relégation, bien sûr, existe en espagnol, mais néanmoins, comment il est vécu par la population? La Mina, c'était vraiment ça, non? Bon, en fait, le mot relégation, je viens de l'apprendre aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je ne savais rien de relégation. Je viens de poser la question, c'est quoi la relégation? Mais ça, c'est bien, parce que en fait, toute la vie se peut, de quelque façon, résumer avec le mot. D'abord, avant de répondre directement, c'est la question que tu me poses, Francis. Je veux dire que quand on a eu la proposition de travailler sur les quartiers de la Mina, c'est un fogara, un jetara, c'est un aqueduc qui parle de l'eau. Mais quand on entendait la Mina, on ne pensait pas dans ce moment-là à l'eau, à l'agriculture, à l'écosystème beau, au paysage. On pensait à un quartier avec des problèmes. Et donc les mots, ils sont très importants. Et la dénomination, les dénomos, non, donc identifier quels sont les sites, quels sont les lieux, quelle est la communauté, c'est très important pour n'avoir pas de préjugés qui nous mettent, même aux équipes qui doivent travailler, qui nous mettent les préjugés dans des conceptions qui sont un peu des formations de la réalité. La réalité, c'est dur, ça c'est clair. C'est-à-dire, dans les quartiers, et je vais dédier quelques mots sur la question quartier. Dans les quartiers, on voit la souffrance, la grande souffrance, et on voit aussi l'espoir. On voit la liberté et la République, et on voit les grands refus. Moi, j'ai entendu à la Castellane un mec sympathique, très, très, très... Donc là, il faut préciser la Castellane à Marseille. À Marseille. Donc, qui me disait... Sur lequel Karl Schlopp a travaillé aussi. On continue avec surtout mes collègues Jean-Henri Pastor et Sébastien Jornet. Donc, il y avait une personne qui m'a dit « Moi, je n'habite pas la République ». Et je pensais à Blaise Cendrars qui disait
Non, Marseille, c'est une ville qu'on voit de large, pour ceux qui viennent de large. Non. Et en fait, j'ai pensé, on habite parfois avec ce type d'attitude. Donc, les ghettos, c'est une invention pas postmoderne, c'est une invention qu'on a fait pour, en quelque façon, identifier ce qui est hors de nous, qui ne nous appartient pas. Tu vas dans un quartier et tu peux découvrir qu'il y a, bien sûr, des ménages, des familles qui habitent dans une normalité, et même avec une normalité anormale pour ceux qui viennent du large. Bon, maintenant, je joue pour ceux qui viennent de l'autre côté des Pyrénées. C'est-à-dire, les mots en pluriel, excusez-moi mon français, peut-être c'est pas un grand français Rabelais ou non, les mots ils sont très, très importants. Alors il y a eu un moment que je me suis dit, écoute, non, il faut pas se tromper quand on travaille dans des quartiers comme ça. Quartier, en fait, c'est une déformation, c'est l'écart, une quatrième partie d'un tout. Donc même le mot quartier, c'est un mot très, très, très complexe, très compliqué. Et alors je me suis dit, il faut travailler dans une vision plus mosaïque, la ville mosaïque territoriale. C'est-à-dire, il y a des parties qui sont historiques, où il y a des fouilles, où il y a les palimpsestes de l'histoire, il y a des quartiers qui viennent d'être bâtis il n'y a pas trop longtemps. Non. Donc il faut avoir, à mon avis, une attitude plus ouverte. Quand on a eu la proposition de travailler à la mine, non, avec Sébastien Jornet et Jean-Henrique, mes collègues, on s'est dit, bon, je ne vais pas dire les mots, mais on s'est dit, oh là là, travailler à la mine. Et puis c'était magnifique, mais magnifique du point de vue de la croissance personnelle et professionnelle, d'apprendre, notamment sur l'écoute, de qu'est-ce que les quartiers ils te transmettent. Parce que dans les quartiers, il y a des questions très claires. Je vais résumer avec 3 mots. Habitabilité, pas seulement habitat ou logement, habitabilité, activité, mobilité. Et je ne peux pas me réprimer de faire les jeux que je fais souvent. Quand on a un bon ham, non, jambon, même les Catalans avec du pain et l'huile, tout ça, si on a un bon ham, on a un bon quartier. Le problème, c'est que dans beaucoup de quartiers, il n'y a pas activité. Il n'y a pas activité, et le mot précis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Il y a des personnes aussi dans la Castellane qui me disaient, mes enfants, non, quand ils présentent le curriculum de la Castellane, un pas en arrière, tu vois. Donc il y a une stigmatisation, et c'est vrai, il faut lutter contre ça. Moi, je disais, c'est plus important la mobilité, dit Ham. Habitabilité, activité, mobilité. C'est très important la mobilité. Si le tramway 2030 arrive à la Castellane et à la Bricarde, ne peut pas monter jusqu'à Saint-Antoine, mais le tramway il arrive, ça va changer. Ça va changer complètement? Non. Mais ça va aider les changements. Parce que l'infrastructure et l'espace, c'est un bien en commun, un service qu'on partage tous, nous tous. Pas seulement les gens d'un quartier ou de l'autre. Mais l'activité, de plus en plus, je pense, l'activité, c'est fondamental. Si le revenu ou le budget d'une famille moyenne, c'est autour de 12 000 euros à la Castellane, à la Bricarde, et par contre à Marseille, c'est 20 000, la moyenne, disons-nous. Là, il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. À Marseille, à Barcelone, à Madrid ou dans des autres villes. Il y a une question du modèle économique qui frappe et qui touche vraiment dans les secteurs de la ville qui sont plus défavorisés, qui sont plus mis dans la pauvreté. Sur ça, moi je crois qu'il ne faut pas refuser la responsabilité, la grande capacité magnifique de faire, d'agir et donc d'avoir les investissements qu'il faut profiter. Je lance, je m'arrête ici, on peut continuer. On va reprendre. Mais 3C. Ah, 3C. La première, quand on parle de participation, c'est un mot aussi que je mets un peu en crise, parce que je ne veux pas une petite part. Les gens ne veulent pas une petite part, ils veulent le tout. Donc, participation, je rigole un peu. Mais les 3C sont concertation dans les analyses, et là, c'est l'écoute, non, c'est ne pas prioriser un ou l'autre acteur, c'est mettre en commun. Concertation et coïncidence dans la prise de décision. Et sur ça, la prise de décision, on ne va pas faire tout. On peut faire ce qu'on pourra faire avec la deuxième C, concentration. On ne peut pas faire tout.
On peut agir sur des questions dans une période de temps, 4 ans, 8 ans. On ne peut pas faire tout. Et la troisième, c'est capitalisation. On vit dans une société de capital, mais pas seulement capital budgétaire, capital humain, mettre en valeur. Et donc là, il y a tout un effort de, comment dire, lire, représenter, mettre en valeur ce qui existe, et donc même désigner, et j'utilise le mot avec beaucoup d'intention, présenter les grandes valeurs, les enjeux, la beauté. Non, parce que parfois, quand on habite dans des quartiers avec des situations de vie compliquées, c'est avoir une vision grise ou presque noire. Donc, nous, les équipes, je pense qu'on doit aider aussi à changer l'imaginaire, à essayer de changer l'imaginaire. Les 3 C, concertation, concentration, capitalisation. Et puis, on continue. Non, mais tu as ouvert la porte de la participation. J'allais vous y amener, de toute façon, t'inquiète pas, mais on va y revenir. Florence, justement, sur ce processus avec les habitants, c'est quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise ? Alors, oui, ça marche. c'est bon, ça marche ? Ça marche. Processus avec les habitants, moi je l'ai expérimenté par le campus parce qu'effectivement les universitaires étaient mes premiers interlocuteurs. Après, c'est pas la caractéristique première de la démarche de l'agence parce que quand on veut innover et faire de l'urbanisme et de l'architecture autrement, il y a un moment donné où on est quand même sur la question d'habiter mieux, habiter mieux. On l'a vu tout à l'heure, du coup ça m'amène à un point que je voulais aborder, mais j'y vais de suite par ta question. On est tous aujourd'hui en équipe pluridisciplinaire. Moi je suis arrivée plutôt au moment de Pessac, donc vers la fin, mais oui. je connais bien le métier. Donc on est plus tous en équipe pluridisciplinaire. La question qui se pose aujourd'hui dans cette grande journée où on se dit tout, c'est comment on fait pour, et là je rejoins le C, comment on fait pour faire des choix, pour concentrer sur ce qui est le plus important dans l'innovation du territoire et ne pas se perdre dans la masse des informations qu'on a à traiter aujourd'hui. Voilà, ça pour moi c'est un point capital, c'est ne pas avoir, j'ai vu la liste des BET, j'ai vu tout, voilà, on se connaît tous, ne pas se retrouver avec l'architecte Démiurge, ça c'est clair. Ça c'est, on met une croix dessus tout de suite parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais on n'y reviendra pas. Mais au-delà de ça, c'est la difficulté qu'on est peut-être on est peut-être une génération en train de prendre le virage, mais il faut qu'on travaille quand même autrement. Et quand on est 25 ou 15, comment fait-on ? Et là, on le vit, nous, sur plusieurs projets au quotidien. On travaille beaucoup plus, les allers-retours sont beaucoup plus rapides, les retours carbone, on a testé, il faut que le retour carbone soit bon, que ce soit pour les logements comme pour l'eau et le paysage. Donc, si vous voulez, ça amène à mettre un peu en haut de la pile la question de l'écosystème, mais pas l'écosystème dont on dit multiscalaire, mais l'écosystème local, l'écosystème localiste qui intègre le lieu, les usages et l'individu. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Et je suis contente aussi, comme dit Emmanuel, c'est une grande journée, parce que c'était un peu dans les gens que j'ai entendus, dans les équipes, c'était un peu sous-jacent, mais du coup, j'ai une place confortable aujourd'hui, je peux le dire. On est quand même dans une pyramide inversée aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, dans mes années d'avant, on a beaucoup vécu le développement de cette grande métropole, quelle qu'elle soit. C'était le développement des métropoles. Les urbanistes, les grands urbanistes pour qui j'ai un profond respect, en fait, cette métropole, elle est renversée. Tu vois à qui je pense quand je dis ça. De Carlos, c'est la pyramide renversée, pardon. Et la pyramide renversée, c'est arrivé au territoire et au quartier d'aujourd'hui. Je fais la traduction de Giancarlo Di Carlo, c'est le Team 10, c'est cette réflexion absolument extraordinaire, partagée, européenne, sur la question sociale. Il ne faut jamais oublier. Oui. On est dans les années 60, là, oui. Mais très, très important. Hein. Très important, parce que c'est eux qui nous ont ouvert la ville, et on peut parler du campus, qui est un archétype pour tous les quartiers, finalement, qui nous ont ouvert à la question du ghetto.
Parce que sur la question des campus, si je peux juste me permettre, Oui. la question, elle est très simple. Tout le monde veut un campus attractif, séduisant, confortable. Et aujourd'hui, le campus, moi, ça m'a amené à me dire comment on fait pour éviter le ghetto. Parce que même si les sites français sont quand même plus aimés que dans les années 60, ils ont vécu, pas en France, mais dans de nombreux pays, parce que j'ai mes petites notes, on a vécu, à cause de Gaza, à cause d'autres sujets, on a vécu un renfermement et des campus qui étaient des lieux de refuge aussi. Or, pour répondre, nous, en tant qu'urbanistes, et je pense, monsieur, qu'on a beaucoup de choses que l'architecture et l'urbanisme peuvent apporter beaucoup de réponses, c'est comment on fait des espaces qui sont à la fois ouverts et fermés. C'est-à-dire que ce n'est pas grand ouvert, mais ils sont capables de porosité et comment les équipes vont travailler sur la question de la porosité. Moi, les campus, j'en retire ça, la question de la porosité, le dosage de la porosité, qui est quelque chose d'excessivement technique. Vous imaginez pas comme c'est technique entre madame et moi pour arriver à créer de la porosité, et parce que la porosité, ça sera du confort. Et le confort, c'est cet enchevêtrement entre... Les questions sont très belles, j'en étais à me dire que j'aurais dû candidater, mais c'est comment on tisse entre le paysage et l'architecture. Et ça, il faut qu'on arrive à le refaire différemment qu'avant, où il y a d'un côté les dessins du paysagiste, et puis de l'autre côté le bâtiment, quoi. Et ça a pas l'air, ça a l'air d'être des mots, mais en fait, techniquement, il faut revoir tout. Il faut vraiment renverser la pyramide. Ouais. Alors, Anne-Cécile, vous qui travaillez justement à Metz, beaucoup avec les habitants, ça fait partie de la pratique de l'agence, hein, je crois. Oui, hein. Oui. C'est un vrai credo. Beaucoup, je pense. Vous pouvez nous expliquer à quel point, justement, c'est le moment de le faire encore plus? Alors, déjà, je remercie de cet appel au lien, mais j'ai bien entendu la question et je suis très contente d'être là. C'est vrai que on est entre paysagistes, on se reconnaît comme ça, on est content. On est dans un milieu, c'est vrai, où aujourd'hui on a quand même eu beaucoup le mot architecture qui a été dit et prononcé. Donc on est content aussi, bien sûr, de ces appels au lien parce que pour nous, c'est ça qui fait sens. Et quand on s'est battu pour avoir ce mot concepteur derrière notre petit mot de paysagiste, c'est aussi parce que en fait, on veut concevoir avec vous ce lien entre les espaces ouverts, les espaces couverts, les espaces construits. Et c'est ça qui nous intéresse et qu'on pense que le confort, en effet, il vient de comment on attache des mots et comment on définit ces espaces. Je sais pas, j'ai plein de trucs à dire, mais il faut que j'arrive à le construire un tout petit peu. Je suis en fait très agréablement surprise aussi aujourd'hui d'entendre une sorte de subtilité où beaucoup de gens qui veulent marcher, qui ont conscience qu'on marche quand même un peu tous sur des œufs, qu'on soit élu ou qu'on soit bailleur ou qu'on soit concepteur ou tous les bureaux d'études techniques, et que la réponse, elle est vraiment complexe, que quelque part, je me disais aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui nous habitent collectivement, qui peuvent nous réunir autant autour de la table, en fait, et qui nous donnent une occasion de parler ensemble, en fait, d'être dans le dialogue. Enfin, je veux dire, alors oui, on pourrait dire la consommation, la santé, ça peut être des thèmes aussi, mais en fait, l'espace qu'on habite, c'est tellement précieux. Et je crie depuis quelques mois déjà, je crois qu'on sous-estime en fait ce besoin-là qu'on a d'être attaché à un lieu, en fait. Pouvoir sortir, on a entendu qu'il faut que cet espace il soit, qu'on se l'approprie, qu'on se sente chez soi, parce que parfois on n'a pas d'autre chez soi, ou que chez soi on n'est pas bien, et en fait, je vois moi au quotidien, quand on demande à des élus ou des habitants quel est le lieu qui leur fait du bien, en fait, on en a tous plein, en fait. On en a tous plein dans notre quotidien. Et souvent, c'est très sous-estimé ou oublié. Un banc, c'est précieux. L'ombre, un arbre à côté d'un banc, c'est encore mieux. Un peu de fraîcheur et pas du béton ou un sol qui est un peu travaillé, soigné, c'est super. Et qu'est-ce qui fait la convivialité d'un espace ? C'est des choses petites, en fait, qui sont presque aussi très très loin de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, avec des grands mots d'envie, de besoin, de concepts, et qu'en fait, ça nous met tous dans une certaine
exigence, moi c'est ça que je l'entends, en tout cas au regard de la participation, et je rebondis sur votre question de départ, qui est pour moi, oui, c'est le moment. Bon, après, c'est pas nouveau. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même des démarches participatives et de la concertation qui existent depuis longtemps. Après, c'est très risqué aussi. C'est très, très risqué. Et que on le voit, je crois que nos principes démocratiques sont un tant soit peu malades, peut-être, certainement, on peut dire ça comme ça. Et que on a tous une responsabilité aussi quand on s'engage face à des associations, face à des habitants. Alors, bien sûr à des résultats, ou au moins à annoncer les résultats qu'on souhaite dans ces démarches, en fait. Pour moi, il y a je mettrais une espèce de gros warning sur ces démarches-là pour pas que ça fasse flop dans 2 ans et pour pas que on ait nourri beaucoup d'attentes dessus, mais peut-être qu'on assumer aussi le fait qu'on est tous dans une recherche. Qu'il y a peut-être l'architecture ne répondra pas à tout, certainement. En tout cas, elle n'y répondra pas sans les paysagistes, ça c'est sûr. Mais que en tout cas, on recherche des solutions et à partir de là où on est tous dans une démarche on cherche à faire du mieux qu'on peut et en employant les bons mots, en cherchant les bons mots, en étant sur place, en regardant, en prenant le temps. J'ai entendu aujourd'hui, il y a eu prendre soin, prendre le temps, prendre du recul, prendre la température Je trouve que c'est très délicat aussi, ça montre aussi la délicatesse de nos professions, de vouloir s'insérer dans un tissu en trouvant des solutions, mais qui sont... Voilà, faut pas brutaliser non plus, faut en même temps faire des pas de côté à des gens, faut emmener les gens à voir les sites qu'ils habitent autrement. Et c'est ça tout l'intérêt et la subtilité de ces démarches participatives. Mais par contre, attention, parce que en face de nous, voilà, on a des gens qui vont voter, on a des gens qui vont pas voter, on a des gens qui n'iront plus voter s'ils n'ont pas été écoutés. Enfin, la sanction, elle est de cet ordre-là, en fait. Donc pour moi, il y a une immense responsabilité politique. On l'a entendu, il y a eu des très beaux débats, des très beaux sujets politiques aujourd'hui. C'est ça le jeu qui est en jeu. Alors, justement, avec la MINAF, vous aviez développé des ateliers avec les habitants. Et là, ils étaient au cœur de la mutation pour transformer l'état des choses. C'était quand même une part très, très importante du projet, je me souviens, non ? Alors, dans les projets de la mine, surtout mon collègue Sébastien Jornet qui a mené directement tout ce type de processus, mais surtout les gérants du consortium. Le gérant du consortium, c'était un très grand personnage. Je ne sais pas si on utilise le mot consortium. Le consortium, c'est très important. Pendant 10 ans, il y avait un projet, il y avait un financement et il y avait une période pour faire tout ce qui était dans les projets. Et ça, c'est très clair. 173 millions d'euros. Ça, c'est une donnée très importante. 10 ans à faire et un projet qui était dans le consensus de tous les acteurs publics et aussi des groupes privés ou des groupes ONG qui étaient dans les quartiers. La participation a commencé avec une étude, je crois, fondamentale, dans ce cas d'une anthropologue qui menait toute une équipe, Concha Doncel, qui a fait toute une étude très précise avec un principe. Moi, je sonne la sonnerie de toutes les maisons. Clic, 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 clic. Si on m'ouvre, on est en train de faire un dialogue. Si on ne m'ouvre pas, je respecte et je m'en vais. Donc, il n'y a pas de violence dans la perception et la capture d'informations. Les études de Concha Doncel ont été très importantes. Je mets un exemple. On dit les quartiers problématiques. Non, tous les quartiers, non. Il y a des escaliers, des communautés de propriétaires ou de locataires qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, on a commencé à faire des cartographies dans lesquelles on représentait la diversité des situations dans les quartiers. Ça, c'est très important, parce qu'autrement, on dit les quartiers. Non, ce n'est pas tous les quartiers. Donc, ça, c'est une question importante. Puis, il y avait toute une rendue de comment évoluer même la planification ou l'exécution chaque mois, chaque 15 jours. Et le gérant, il était un personnage qui était fondamental pour gérer ce type de conversation. C'est-à-dire, on ne demandait pas seulement,
on était en train de rendre compte et de communiquer périodiquement ce qui se passait, parce qu'il y avait une périodification très claire des mises en place. Je mets un exemple. L'école, pour nous, les architectes, très proche, mais pas au centre. Parce que les écoles, ce ne sont pas des équipements qui créent toute une attractivité directe. Mais les habitants de la communauté de la mine ont dit on veut l'école à la Rambla. Et la Rambla, c'est un espace qui commençait à être, au moment qu'ils ont vu que ça démarrait, ils ont dit la Rambla, c'est notre espace. Et les mamans, notamment, elles ont dit on veut l'école à la Rambla. Et l'école, finalement, est allée à la Rambla. Par contre, je me rappelle quand on a eu la discussion de l'église de la communauté évangélique de la Mina, elle a resté pas au centre, elle s'est déplacée à côté des Bois Ferrés et on a eu tout un processus. C'est le seul bâtiment que Jornelio Pastor on a construit et je me rappelle qu'il était très compliqué parce qu'il fallait aller à Madrid et demander de faire bouger 5 mètres la valla, non? Faire déplacer ça. Et les habitants, ils nous attendaient en attendant qu'on arriverait le lendemain de la réunion à Chamartín en disant on peut faire ça. Donc c'est ça un peu le dialogue. C'est-à-dire il ne faut pas remplacer le rôle à chacun. Chacun a un rôle. Et nous on n'était pas les habitants. On était des techniciens, des archis avec très bonne volonté qu'on avait très envie de faire. À la Castellane, par exemple, moi je crois qu'il y a aussi une leçon qu'on a appris. Le centre social, il changeait de place. Plip. Maintenant, on le met ici, maintenant, on va là, avec les bailleurs, avec tous les acteurs. Et du coup, on découvre que là, on prévoyait le centre social, il y avait la contamination parce qu'il y avait avant une station de gasoline, la Shell. Non? Donc, pour pas mettre là. Non? Mais l'important, ce n'était pas le centre social, c'était faire place. Une place territoriale sur la route Henri Barnier, avenue Henri Barnier, entre l'Estac et l'hôpital. Et ça, c'est une question qu'on découvre, on met en valeur les architectes, pas seulement, mais nous, on a une responsabilité de révéler, de mettre en valeur. Non? Donc la participation, je crois que, comme elle dit mon ami Ziar González, que je respecte beaucoup, qui est très intéressante, elle dit « quand les doigts », c'est une métaphore, « quand les doigts de l'architecte ou des techniciens, les doigts des habitants et les doigts des politiques, des élus coïncident, ça marche. Mais pour faire ça, il faut faire la gymnastique, non, de mettre en place ça. Il faut faire de la pédagogie, non? Il me semble que c'est la base. Et Emmanuel Cos, justement, j'imagine que dans la participation, vous êtes à fond pour, c'est-à-dire que donner la parole aux habitants dans le processus, j'allais dire, de co-construction. C'est quelque chose qu'il faut, renforcer aujourd'hui. Et comment vous le voyez, vous? Alors, tout d'abord, ce que l'on sait un peu d'expérience quand on regarde les programmes, notamment du premier programme de rénovation urbaine, c'est que les programmes quand même, qui ont mieux fonctionné, c'est ceux qui ont vraiment associé les habitants dans le cadre du programme et à toutes les phases. Et c'est ça la question, parce que là, dans le cadre de ce qu'on a vu aujourd'hui, on est sur des objets assez restreints, où il y aura des jurys citoyens, ce qui est formidable. Et j'en profite pour dire que c'est l'école de rénovation urbaine que les bailleurs sociaux ont créée avec l'État il y a maintenant 20 ans, qui va former les citoyens pour ça. Mais on est sur un seul objet. La grosse difficulté, la grande difficulté dans la concertation, c'est quand on s'occupe d'un quartier où il y a 400 ou 500 logements, où on est sur des échelles de temps qui... on pense tous qu'on va faire ça en 5 ans. En fait, en général, on fait ça sur 10 ans. S'il n'y a pas de changement de mandature et de majorité, s'il n'y a pas de changement de politique. Donc la difficulté, elle est là, c'est que la concertation, au-delà de tout ce qui a déjà été dit sur comment elle s'exerce et comment on met l'habitant au cœur de ça, mais est-ce qu'on est capable à chaque fois d'informer les habitants sur les délais, sur les nouveaux calendriers, sur des changements de pied, et puis des changements de politique, d'ailleurs y compris pour des bonnes choses. Dans le deuxième programme de rénovation urbaine, et c'est une très bonne chose, le programme il a été quand même conçu entre, on va dire, 2012 et 2016. Les maquettes de projets sont faites à ce moment-là.
au lendemain quand même de l'épisode Covid, l'ANRU décide de changer, de lancer quartier fertile, en fait, d'avoir une vision beaucoup plus sur tous les enjeux de renaturation et d'espace extérieur. Et on change beaucoup de maquettes de ces projets. Mais on est déjà 6 ans après l'adoption. Et entre-temps, les habitants, vous les avez parfois perdus. Et puis, ils changent. Et ça, c'est très important de le dire. Parce que ça a été un peu dit, mais dans des quartiers en politique de la ville, si les niveaux sociaux évoluent peu, les habitants changent. Et c'est aussi une des très grosses difficultés qu'on a pour miser, y compris sur vous parlez d'incapacité d'empowerment, mais on est en QPV dans des quartiers où quand même, en tout cas dans notre modèle français, on n'arrive pas pour l'instant à changer ces trajectoires. Des habitants qui vont mieux d'un point de vue financier, quand même, beaucoup d'entre eux essaient d'échapper au quartier. Et je dis bien le mot échapper parce que c'est quand même ce que l'on entend, même quand ils adorent leur quartier. Et c'est toute la contradiction, c'est qu'en effet, moi je le vois parce que je vais dans beaucoup d'endroits avec des bailleurs sociaux et donc des habitants, ils expriment tous en effet l'attachement à un lieu, mais même quand on est attaché à un lieu, on a du mal à supporter la pauvreté, la violence, le problème de la mixité scolaire, de la mixité sociale à l'école, et le fait qu'en fait, on n'a pas les mêmes services publics que dans d'autres quartiers. Et donc, j'en parle parce que nous, en tant que bailleurs sociaux, et y compris on mise sur les habitants, on essaie quand même, et avec les élus, quand on se bat pour amener collectivement des services publics et des transports dans un quartier, on le fait pour les habitants qui sont là. En tout cas, je l'espère. Et la difficulté, c'est que ces habitants, eux, ils bougent beaucoup. Et ils sont remplacés par d'autres habitants qui ont qui sont précaires, très souvent, même souvent plus précaires que ceux qui sont partis. Et donc, c'est pour ça que cette question de la concertation avec l'habitant, on ne peut pas juste se dire « j'ai fait la concertation, c'est bon, c'est fini ». Mais je dirais que ce n'est pas que le sujet de celles et ceux qui s'occupent du quartier. C'est un sujet pour les élus locaux. C'est aussi un sujet pour l'État. Et le problème, il est surtout là, parce qu'aujourd'hui, une des difficultés, c'est qu'on a du mal à... Enfin, on n'a pas du mal à demander un avis à des habitants, on a du mal à les entendre. Et parce que c'est très facile à demander un avis aux habitants. Par contre, les écouter et les entendre me semble beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, c'est très intéressant là de voir justement à l'échelle de ces projets. Moi, ça m'intéresse de voir aussi comment ça va être perçu, ces jurys citoyens et comment les élus, les acteurs professionnels le perçoivent, pour qu'on puisse aussi s'en inspirer pour la suite. Après, par ailleurs, moi, je ne pense pas que l'habitant ou l'usager a toujours raison. Non, mais parce qu'il faut aussi je pense qu'on a raison ensemble et que c'est intéressant de construire une idée ensemble. Mais justement, il ne faut pas que ça soit l'idée, c'est soit la puissance de l'architecture, soit la puissance de l'élu, soit celle de l'habitant. Je pense que justement, quand c'est réussi, c'est qu'on a réussi à créer quelque chose collectivement. Mais de ce point de vue-là, je pense que c'est très intéressant. On a beaucoup progressé quand même sur 20 ans de programme de rénovation urbaine. On voit qu'on a beaucoup progressé. Ce qui sort aussi des discussions avec les habitants, c'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est pas non plus les mêmes difficultés. Ce qui est certain, c'est que moi je le vois parce que je me balade beaucoup. À toute heure de la journée et même dans des moments très tendus, parce qu'il y a des endroits où c'est très difficile, très clairement, les habitants sont super contents de parler avec quelqu'un qui représente leur interlocuteur. Alors, moi, je vois bien, parce qu'en tant que bailleur social, parfois, on nous parle comme si on était l'autorité. Non, mais ce qui interroge beaucoup sur la déliquescence de la démocratie, par ailleurs française. Mais c'est très intéressant de voir que même des locataires qui sont vraiment parfois difficiles et pénibles, en fait, ils ont aussi envie qu'on puisse comprendre c'est quoi le problème. Et alors, je le dis parce que là, il y a beaucoup de gens, je vous connais pour certains d'entre vous, très talentueux, intelligents, et pour tous celles et ceux qui vont travailler sur les projets, et quelles que soient les magnifiques propositions que vous allez faire aux élus locaux, je vous en supplie, n'oubliez pas à la fin qu'il y a des gens qui vivent dans ces quartiers, et ils y vivent tous les jours et longtemps. Je vous dis ça parce que je réfléchissais là pour pas que ça fasse flop. Pour pas que, oui, mais c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut pour pas que ça fasse flop ? Pensez, quelles que soient les propositions géniales que vous ferez, qu'à la fin, il y a des gens qui habitent dans ces quartiers et pour beaucoup d'entre eux, ils ne l'ont pas choisi. Parce qu'un logement social, on ne le choisit pas, on l'attribue.
Et il répond à un besoin social. Et donc, je le dis parce que la grande puissance de certains des programmes qu'on a vus tout à l'heure, c'est parce que celles et ceux qui les ont conçus, justement, s'étaient vraiment mis à la place des habitants et l'avaient conçu comme un lieu qu'ils voudraient habiter. Et je vous le dis parce qu'aujourd'hui, cette question-là de l'usage, et même un habitant lui-même ne va pas se rendre compte toujours de ça. Mais dans la durée, c'est ce que nous, on expérimente par cette expérience. Donc, je me permets de ça. Et la deuxième chose, c'est aussi, pour pas que ça fasse flop, il faut qu'on fasse de la qualité. Alors j'en parlais avec Hélène Fernandez ce matin, la qualité dans les logements, mais la qualité à tous les niveaux. Et c'est ça que je trouve, c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait quand j'ai écouté ce matin les équipes, c'est cette envie de faire quelque chose qui soit d'une qualité et qui soit durable, qui soit pérenne. Et je trouve que c'est formidable si on arrive à apporter ça. Je pense qu'aucun d'entre nous pensons qu'on est très puissant et que ce qu'on fait va tenir dans le temps obligatoirement. La société sera différente dans 30 ou 40 ans. Peut-être qu'on reviendra dans les mêmes quartiers. Et pourquoi pas ? C'est pas le problème. Mais par contre, que ce qu'on propose là aujourd'hui, ça soit de qualité et qu'on se dise que ça vaut le coup. Je le dis parce qu'aujourd'hui, quand même, dans une partie de nos programmes, on voit bien qu'on ne peut pas aller au bout de ça parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas les financements pour le faire. On n'a parfois pas le temps. Et parfois, on a des contraintes qui sont très lourdes sur nous, qui nous empêchent en fait de faire cela. Voilà, donc je me permettais de vous donner mes petites ambitions personnelles sur le projet en même temps. On a noté pour la liste de courses. Pierre Gilbert, justement, réparer la ville avec les habitants, c'est le thème aussi de notre... vous y croyez, en tant qu'observateur, c'est quelque chose qui s'est accéléré, ou c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans un processus engagé depuis très longtemps? Ce qu'on a entendu aujourd'hui, puis aussi là dans la table ronde, c'est la volonté de mettre véritablement en œuvre cette participation, et c'est une très bonne chose parce que c'est pas simple, on n'a pas toujours les moyens de le faire et ça n'a pas toujours été fait, notamment dans les politiques de rénovation urbaine, ce qu'on appelle concertation, c'est souvent des échanges, mais dans un cadre qui est déjà bien ficelé. Là-dessus, du coup, sur la question que peuvent les paysagistes, architectes, urbanistes, beaucoup de choses, et on l'a vu aujourd'hui. Moi, ce sur quoi j'ai le plus travaillé, c'est sur la question du logement, et je pense qu'elle est vraiment importante, et je pense que la réponse qui vient compléter ce qui vient d'être dit avant, c'est qu'il faut des logements de qualité et en quantité. Des logements de qualité, ce qui n'est pas simple parce qu'il faut des moyens pour le faire, et pour revenir à l'histoire qui a été évoquée ce matin par Emmanuel Bélanger, un grand sociologue qui s'appelle Henri Coin, qui a produit une étude de référence classique sur la rénovation urbaine dans les années 60, sur un quartier parisien du 13e arrondissement, a montré combien cette rénovation urbaine a généré ce qu'il a appelé plus tard un saut qualitatif dans les conditions de logement, puisqu'on passait de ce qu'on appelait à l'époque le taudis, des logements surpeuplés, dans lesquels il n'y avait pas d'eau, pour la plupart, pas de toilettes, etc. Enfin, une situation bien connue à, précisément, les grands ensembles qui ont été construits et qui offraient tout le confort moderne. Ce saut qualitatif, il a été proposé aux populations et ça a permis d'améliorer les conditions de logement d'une grande partie de la population. Et puisque c'était construit en grande quantité, ça a permis de résoudre en grande partie la crise du logement qui était massive à cette époque. Aujourd'hui, on est à nouveau dans une période de crise du logement. Et la question de la quantité et de la qualité de logement, elle est majeure. Et cette question de la qualité, alors je peux peut-être commencer par ça, la qualité des logements, je pense que pour produire des logements qualitatifs, il faut des moyens, mais la question de la participation, elle est vraiment essentielle. Je vais prendre un exemple auquel j'ai été confronté dans mes propres recherches sur les politiques de rénovation urbaine dans les années 2000. Et en fait, ça a été confirmé. Donc moi, j'ai fait une monographie de quartier dans le grand ensemble des Minguettes, mais en fait, il y a d'autres travaux qui ont montré que le même problème a été découvert ailleurs. Dans les logements neufs qu'on a commencé à construire à la fin des années 90, début des années 2000, dans les quartiers populaires, on proposait, pour des raisons économiques essentiellement, des cuisines ouvertes dans les logements. Alors, ça prend plein de formes différentes, en réalité. Ça prend plein de formes différentes. Alors, c'était proposé parce que, pour des questions économiques, mais aussi parce que, en fait, pour les concepteurs des logements, qui, alors en sociologie, on dirait qu'ils appartiennent au pôle culturel des classes supérieures et moyennes. On met les sociologues aussi dedans, les architectes, etc. Ça colle bien avec ce qu'on aime, en fait, en termes de style de vie.
Par contre, pour les habitants des quartiers populaires, c'est en complet décalage avec les conditions d'existence et avec les styles de vie, pour plusieurs raisons. Mais notamment parce que dans les quartiers populaires, on n'a pas beaucoup d'espace à soi, contrairement par exemple à l'habitat pavillonnaire ou à des logements bourgeois plus grands. On n'a pas beaucoup de pièces où se réfugier, où on peut se retrouver seul. On n'a pas d'atelier, de garage par exemple pour bricoler. Et donc la cloison entre la cuisine et le salon, elle est essentielle. Il y a d'autres raisons qui sont liées à la représentation de la propreté et l'importance pour les populations locales, dans les quartiers populaires, tenir sa cuisine propre, c'est un élément majeur en fait, du statut social. Donc dès lors qu'on fait sauter la cloison et que souvent la cuisine est directement visible depuis l'entrée, quand on a des visites comme ça impromptues, ça met en danger la réputation et ça se traduit par une mise en danger, mais aussi un surtravail domestique réalisé la plupart du temps par les femmes. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, souvent, les nouveaux logements, en fait, les familles se battaient pour y accéder, et certaines, une fois qu'elles avaient obtenu durement leur logement, décidaient, à cause de ça, de repartir dans des tours HLM ou réaménager le logement d'une façon différente. Alors je dis pas ça pour dire avec facilité que c'est pas malin, les archives font mal leur travail, etc. C'est pas du tout le projet. J'ai aucune prétention, mais c'est simplement pour dire que quand on prend pas le temps de construire avec les habitants, en fait, on peut se planter. Voilà. Et donc, je me réjouis d'entendre aujourd'hui que la méthodologie qui est proposée, celle des jurys citoyens, va être généralisée à ces 10 quartiers. Donc, ces 10 quartiers, alors il en reste après combien, 1500 à peu près. Donc, la question, c'est celle de comment est-ce qu'on peut répliquer en fait ce processus à une échelle plus large et plus massive. Comment est-ce qu'on peut le répliquer? Et ce que disait aussi Emmanuel Cos, c'est très important. Les habitants bougent. Par ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord, en fait. Donc, comment on fait pour que cette qualité des logements, c'est-à-dire des logements qui soient adaptés et appropriables, ce soit suffisamment souple pour qu'il y ait des usages, en fait, et des appropriations variées, en fait, selon la diversité des habitants d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain et d'après-demain. Donc, la question de la souplesse. Alors, je parle du logement, mais ça s'applique, je pense, aussi aux espaces publics, aux équipements collectifs, aux transports, etc. Ça, c'est des questions qui sont vraiment importantes. Et je voudrais parler de la quantité de logements. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou... Oui, mais je voudrais juste parler de la cuisine ouverte que vous pointez là. C'est quand même assez intéressant, parce que vous savez que dans cette maison, nous avons retranscrit l'appartement de Le Corbusier à Marseille, donc une sorte d'icône de l'architecture, où précisément la cuisine est ouverte. Charlotte Perriand et autres, il y a toute une histoire de l'architecture par rapport à ça aussi. Donc très, très, très important. On voit bien que les choses ne sont pas forcément partagées. Et je voudrais signaler l'étude de Catherine Clarisse, qui a fait tout un travail sur la cuisine dans le logement. Je vous invite à le lire en tant que chercheur, ça vous intéressera absolument, qui faisait le lien entre la cuisine ouverte et l'obésité des jeunes, notamment parce qu'ils y avait le frigo ouvert en permanence et autres. C'était très très intéressant à suivre. Voilà, je referme la parenthèse, mais cette question de la cuisine dans le plan, intéressant. Non, Emmanuel, vous vouliez rajouter? Parce que j'ai vu que ce sujet... Non, mais moi, c'est mon dada. En fait, ça me rend dingue, les cuisines ouvertes. Donc voilà, je le dis. Et peut-être que j'ai qu'une vision, parce que je m'occupe que de logement social, mais je visite beaucoup de logements. Et dès qu'on est dans un T3, ne pas avoir une pièce où on cuisine, je vous assure, pour des familles qui, en effet... n'ont pas de résidence secondaire, n'ont pas d'atelier, n'ont pas de cave, n'ont pas de jardin, c'est un problème. Et on nous a vendu ça, moi je le dis franchement, évidemment je ne parle pas de Le Corbusier, mais enfin, les schémas d'aujourd'hui, c'est parce qu'on diminue des mètres carrés et qu'on veut faire des économies. Oui. Sauf qu'en fait, et c'est ce que je disais à Hélène ce matin, et au DHUP, je leur disais, si demain vous interdisez aux bailleurs de faire des cuisines ouvertes, j'assume. Donc... non mais c'est un gros problème. Mais non, mais je sais très bien que je suis d'accord avec... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, même les bailleurs qui vous disent c'est bon, faites-moi ça comme un programme, en fait, en gestion sur 80 ans, c'est la plaie. C'est la plaie. Et le pire, c'est qu'on fait des cuisines ouvertes, il n'y a pas de fenêtre, et en plus, on nous a supprimé... En fait, maintenant, on a un salon salle à manger cuisine dans un 20 mètres carrés. En fait, même en logement social où des gens galèrent pour se loger, en fait, ils ne veulent pas de ça. Et c'est vrai, moi j'ai fait des visites où les habitants, le jour de l'inauguration, ils avaient déjà muré leur cuisine. Je l'ai vu tellement de fois. Et je pense qu'en effet, on a appliqué un schéma de vie de gens qui, eux, trouvaient ça formidable, sauf qu'ils ne vivent pas dans leur logement.
Et on parle aussi de familles précaires qui ne commandent pas à manger à l'extérieur, qui se font à manger elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas de fric. Et c'est quand même ça la réalité. Et donc, mais c'est comme les courants d'air naturels. Vous voyez, c'est des choses aussi simples. Le problème, c'est qu'on a vraiment oublié ça. Et nous, en fait, ça nous pose alors des désordres. En tant que bailleur social, on a des conflits sur les cuisines, mais si vous demandez à des bailleurs les sujets des locataires, et notamment de pourquoi je prends tel ou tel appartement, c'est vraiment un sujet, même dans des quartiers super agréables à vivre. Florence, Oui, je veux bien ça relayer. ne peut que te parler, ce sujet. Mais deux points. Le premier, c'est, je voudrais rassurer Emmanuel, parce que je pense que c'est sur les planches ou en chantier. Et entre autres, et tant mieux du fait de cet anthropocène et de nos obligations climatiques, on arrive à faire des plus grands logements. De fait, nous, on fait que du traversant, donc effectivement, on se bat contre le privé, mais on y arrive. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est en cours, c'est en chantier. Nous, on en a à Vénissieux, qui n'est pas l'endroit le plus chic de la Terre. On y est allé, le maître d'ouvrage nous a suivis, on a des questions de qualité et de prolongement extérieur. Et là, je trouve que là-dessus, l'ensemble du pays et les architectes, chacun avec son style, hein, mais je trouve que là, on a énormément progressé. Moi, je me rappelle d'être là avec mon thème, réapprendre à vivre dehors. On me disait, de quoi tu nous parles? Elle est un peu fumeuse, voilà. Ben, réapprendre à vivre dehors avec le climat. Quand on ne part pas en vacances, qu'on est à Lyon et qu'on va se prendre je ne sais pas combien de degrés en plus, à Vénissieux, je pense que les grands balcons et les grandes coursives, ben les gens ils vont apprécier. Et ça, quand vous dites à vos clients privés, il y en a qui ne partent pas en vacances. Bon, ils disent rien. C'est comme quand je vous signale qu'il y a X% d'étudiants, quand on fait les résidences étudiantes, qui sont en dépression. Donc on va peut-être leur faire une grande fenêtre. Parce qu'à Saclay, quand on y est, si on n'a pas une grande fenêtre et qu'on ne voit pas dehors, c'est dur. Donc je trouve que ça, c'est sur la planche. Moi, perso, je dirais qu'aujourd'hui, à l'instant T, ce qui est le plus dur, c'est les clients privés. Les promoteurs sont excessivement durs avec nous. Et qu'en revanche, notre espoir, et je le dis un peu haut et fort, ce sont les bailleurs. Parce que là, on espère qu'on va être écouté et qu'on va pouvoir... à la marge, et ça je sais qu'ils le savent, revoir un peu les notices des commerciaux, hein, un peu les vieilles notices des commerciaux, et c'est comme ça aussi qu'on va arriver à faire d'autres cuisines, quoi. Moi je voulais juste revenir sur le sujet, non pas de la participation directement, mais tout à l'heure j'ai hésité parce que concertation, participation, pour moi c'est pas pareil. Donc tout à l'heure j'ai reculé, la concertation je pense qu'on a tous fait avec des jurys, etc. Et je rejoins Emmanuel, le temps passant, il disparaît un peu, l'habitant. Par contre, c'est vrai que chez nous, la question du prototype, elle est majeure. Parce que le prototype, il nous réunit tous. Le client, l'usager quand il est là, les aménageurs, qui sont majeurs aujourd'hui quand même aussi pour nous soutenir, et pour sortir des opérations qui ne sortent pas et qu'il ne faut pas brader, parce qu'on ne bradera pas, il n'y a pas de solde. Donc il faut qu'on arrive à rentrer dans l'équation épouvantable qui est économie et objectifs environnementaux. Et le prototype, il nous rassemble. Et ça, c'est vraiment magique, parce que si on arrive à le faire et qu'on ne nous dit pas on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et qu'on arrive à le caser dans le processus parallèle, c'est ce qu'on fait là avec le JPPO, qui est de dire il y a une opération, il y a en même temps de la R&D, et comment on fait pour arriver à ce que la R&D et le prototype puissent être partagés à tout le monde. Et le prototype, c'est pas un petit bout de façade, c'est vraiment le balcon, un bout de la pièce, et du coup, les enjeux de façade biosourcée qui sont quand même à expliquer. Parce qu'on case aussi les entreprises avec nous là-dedans, pour qu'on puisse essayer de se rassembler. Donc voilà, je voulais juste dire un mot. Non, mais c'est un gros je sujet, le peux pas logement. parler des protos. Voilà. Gros sujet, le logement. Et sur cette scène, on en parle très, très, très souvent. Anne-Cécile voulait peut-être ouvrir sur autre chose. Plus, oui, réagir, je sais que c'est bientôt la fin. Oui, on nous fait des signes. Oui. Juste les démarches participatives, ou en tout cas ce désir que la société a actuellement de vouloir impliquer les habitants, il est tout à fait louable. Je pense en effet, il peut trouver vraiment des bonnes solutions à certains endroits. Parfois, c'est aussi vraiment, ça ne marche pas, hein. Moi, j'ai déjà vécu aussi des choses qui ne marchent pas. On a posé la question, c'était des habitants dans un quartier difficile, ou on peut l'appeler comme ça.
On a posé la question sur les espaces extérieurs. C'était ça que le bailleur voulait leur demander. Et leur logement était tout pourri. Ils n'avaient pas de boîte aux lettres, tout ça. Donc les gens n'en avaient rien à faire. Ce n'était pas le sujet. Donc il faut aussi, à un moment, pour moi, avoir une vision en mode girafe sur l'ensemble du processus, en fait. C'est-à-dire qui on sollicite, pourquoi on les sollicite. Est-ce qu'ils sont là pour apprendre, pour s'informer, pour devenir techniciens, pour mieux comprendre des choix plus tard qui auront été faits par des techniciens ou par des concepteurs? Est-ce qu'on les invite à s'impliquer sur l'espace public ou aussi, pourquoi pas, dans le devenir ou dans l'entretien global de leur habitat? Mais sur l'espace public, on sait que les chantiers participatifs peuvent aussi trouver des solutions aussi pour faire du lien, pour transformer ou pour inviter à l'action, en fait. Donc ça aussi, le jardinage peut être une solution, même si ce n'est pas du tout la solution et ce n'est pas une solution magique partout. En tout cas, on voit bien qu'il y a cette question qui est fondamentale, c'est quel est le sens de cette démarche? Pourquoi on l'a fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Comment on forme les élus aussi à s'inscrire dans cette démarche-là? Comment on les rend capables d'être à l'écoute? Parce qu'en fait, en effet, c'est aussi ça le sujet, c'est-à-dire faire parler les gens. Alors déjà, qui parle quand on invite et quand on fait de ces démarches-là? C'est un peu toujours les mêmes personnes aussi qui viennent, donc... Qui vient là? Qui ose s'exprimer déjà? Où sont les invisibles et ceux qui ne disent jamais rien? Comment on les représente? Quel est le rôle des élus dans cette tâche-là aussi, de représenter ceux qui ne sont pas là aussi? Et donc pour moi, il y a un enjeu préalable avant toute première réunion, qui est une réunion juste avec la maîtrise d'ouvrage, ceux qui payent, ceux qui financent, ceux qui vont réfléchir, les techniciens, les agents, ceux qui vont organiser la logistique de tout ça. Est-ce que l'objectif il est bien clair sur cette participation? Si c'est juste pour cocher une case pour un politique ou pour toucher la subvention de l'agence de l'eau sur je sais pas quoi, c'est pas la peine d'y aller. Ça sert à rien. On fait pas ça en fait. On joue pas avec ça en fait. Pour moi, ça c'est primordial. Et il y a aussi un autre public dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui. C'est toutes les personnes qui concernent les services, les espaces extérieurs, mais certainement aussi l'intérieur. C'est tout le personnel qui entretient les espaces. On ne peut pas concevoir des espaces extérieurs au pied des bars ou des immeubles sans avoir sollicité les gens qui entretiennent ces espaces-là. C'est pas possible en fait. Sinon, on est à coup sûr, ok, on voulait mettre des aromatiques et je sais pas quoi, etc. Et puis en fait, c'est des gens qui n'ont pas d'intérêt à ça ou qui vont, voilà, on voulait des arbres avec une forme libre et puis on va se retrouver avec des petits cubes un peu partout. Voilà, c'est ça que ça devient en fait. Donc si on n'assure pas aussi un entretien derrière, pour moi, pour des cours d'école par exemple, les femmes de ménage ou les hommes de ménage, mais c'est malheureusement souvent des femmes, elles sont des personnes essentielles à écouter. Parce que sinon, nous, on passe à côté de plein de choses, en fait, et essentielles, vraiment. Alors, le point que vient de souligner Anne-Cécile va m'amener à la question conclusive, parce qu'il faut qu'on passe la parole à Renaud Epstein. Est-ce que finalement, dans la réparation de la ville et les quartiers de demain, la question centrale n'est pas l'espace public, celui qui a été délaissé pendant des années? Est-ce que c'est pas là? Donc, est-ce que vous voulez bien répondre chacun, et on terminera par vous, toi, ou dans l'autre sens, que vous voulez. Vas-y. Alors, du coup, je vous laisserai répondre plus sur l'espace public, mais moi, je voudrais souligner, en fait, j'ai dit que ce qui était important, c'était la qualité et la quantité des logements. Les grands ensembles ont été construits dans un moment de crise du logement. On est dans une crise du logement à nouveau, en fait, aujourd'hui. On a le rapport de la Fondation du logement des défavorisés le rappelle chaque année, en fait, de plus en plus de personnes sans domicile qui vivent dans des campings à l'année, qui vivent dans la rue, et les quartiers populaires jouent un rôle déterminant en fait dans l'accès à ce droit qui a valeur constitutionnelle, qui est le droit au logement. Donc les espaces publics sont importants, mais je veux insister là-dessus, et la question, puisque la question des quartiers de demain, c'est aussi de l'avenir en fait de ces politiques publiques. Je pense qu'il faut continuer à soutenir la construction neuve et la réhabilitation. Et ça, réparer la ville, ça a déjà été entamé par la rénovation urbaine. Il faut aussi arrêter, et je suis content d'avoir entendu la ministre du Logement le dire ce matin, arrêter de démolir en fait. Parce qu'on a démoli en 20 ans près de 200 000 logements sociaux, pour l'essentiel, qui étaient des logements avec des niveaux de loyer
au sein du parc HLM parmi les plus bas. Donc on s'est privé en fait de 200 000 solutions pour des personnes qui n'ont pas de logement. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrête de démolir et qu'on, aussi pour des questions environnementales, qu'on répare davantage la ville. Et juste le dernier point, après je vous laisse la parole, mais dans les enjeux sur aussi la qualité du logement, il y a la question émergente en fait, mais dont on n'a pas encore pris suffisamment conscience de l'importance, qui est la question du handicap. Dans les quartiers populaires, il y a une surreprésentation des personnes en situation de handicap parce qu'elles sont plus pauvres souvent et elles sont plus discriminées sur le marché du logement. Et il n'y a pas suffisamment de logements qui sont adaptés. Or, ces personnes passent beaucoup de temps en fait dans leur logement et dans leur quartier. Donc je pense que voilà, je vous invite aussi peut-être c'est une invitation dans la réflexion sur chacun des 10 quartiers à avoir en tête aussi cette partie de la population qui sort moins souvent de chez elle, peut-être est moins présente dans les espaces de participation, alors qu'en fait ça fait partie des habitants, des gens qui comptent en fait dans ces quartiers. Emmanuel, sur la question de l'espace public, et on peut croiser les deux questions, hein. Bien sûr. Alors moi, je ne sais pas si l'espace public a été délaissé ces dernières années, mais il a été traité peut-être de manière qui ne nous convient pas. Parce que, voilà, il y a des endroits où il est très occupé, mais en fait, c'est un espace public où on ne veut pas que les gens y soient. Donc c'est aussi une manière de s'occuper de l'espace public. Mais la question, elle est plutôt, c'était un peu ce qui était dit tout à l'heure, c'est la porosité entre l'espace privé et l'espace public. Et est-ce qu'on peut en faire des lieux où on n'est pas que de passage, où on peut aussi y vivre et ne pas être que renvoyé à chez soi, parce que c'est aussi une des questions de nos sociétés aujourd'hui, et y compris de la sociabilisation des personnes, de fait que l'espace public n'arrive plus à remplir son rôle. Et c'est aussi une question qui est très importante. Et dans beaucoup de quartiers de politique de la ville, mais pas que d'ailleurs, l'espace public aujourd'hui, il n'est occupé que par les trafiquants. Mais pas juste parce qu'ils l'ont pris. C'est aussi parce que les habitants ont été renvoyés à être chez eux et pas avoir un espace public dans lequel ils peuvent jouer. Et on a tous les débats sur la place des femmes dans l'espace public, sur la place des enfants dans l'espace public, sur la place de la voiture dans l'espace public, la question des ados, la question de genre, et la question évidemment de comment l'espace public est aujourd'hui un atout pour supporter les changements climatiques qui arrivent, enfin qui sont déjà là. Et heureusement qu'il y a des endroits où on avait des espaces publics très généreux qui nous ont quand même permis d'apporter des solutions, je dirais un peu d'urgence, mais quand même d'apporter des réponses sur les questions de climat. Alors, je ne réponds pas sur la question de la démolition parce que c'est un débat en soi, et heureusement qu'il y a des logements qu'on a démolis tellement ils étaient pourris. La question, c'est qu'il ne faut pas en faire un dogme. C'est ça le sujet, et il ne faut rien s'interdire. Et le problème, c'est que dès qu'on a une politique qui est érigée comme un dogme, eh ben, elle déçoit. Mais je peux vous assurer qu'il y a des endroits, heureusement qu'on n'a pas gardé certains logements qui étaient vraiment dégueulasses et dans lesquels les gens vivaient très mal. Mais c'est un autre débat qu'on pourrait d'ailleurs poursuivre pour l'avenir de la rénovation urbaine. On s'en fera un réac sur ce sujet, ça c'est sûr. Anne-Cécile. Sur l'espace public, je ne sais pas non plus s'il a été délaissé, mais en tout cas, il est contaminé par notre désir de vouloir faire propre. Et en Alsace, par exemple, c'est pire. Non, pardon, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. Mais je veux dire, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que on adore tous les jardins très foisonnants avec beaucoup de plantes et beaucoup de feuilles, et ça nous domine, et on a de l'ombre et c'est beau et on a des couleurs et il y a les saisons et tout ça. Et puis tout à coup, quand on dessine un espace public, ou en tout cas quand il devient géré, il faut que ce soit tondu, il faut que ce soit propre, il faut qu'il y ait des petites bordures, il faut qu'il y ait que ce soit bien taillé au bon moment, etc. Et or, en fait, la qualité, donc ça c'est notre rapport à la nature, on a parlé aujourd'hui de rapport à l'extérieur, en fait c'est ça qui est en jeu. Et là, on a un grand déficit en fait pour nommer et accepter que c'est pas le même rapport que chez soi quand on passe l'aspirateur. C'est pas la même chose en fait. On fait pas pareil en fait. Donc pour moi, il y a un pas énorme et les démarches de participation peuvent aider à ça en tout cas, mais c'est long. Et c'est presque un travail presque psychologique, en fait, d'accompagnement des gens dans cette acceptation-là de ces différentes strates. Un espace public, il est vivant que s'il y a plein de strates. Il y a des strates herbacées, vivaces, il y a des arbustes, il y a des arbres, des grands, des fleuris. C'est ça qui fait la qualité des parcs.
Et si on dit il y a nombre de projets dans toutes les écoles de paysage d'architecture qui s'appellent le parc habité, par exemple, alors ça, on a des centaines, des milliers de quartiers comme ça qui sont dessinés, ça s'appelle le parc habité. Un parc, c'est d'abord une place à des dynamiques de végétation. Acceptons-les, regardons-les, voyons comment ça fonctionne, et ça fonctionnerait, ça fera de la qualité dans les espaces publics. Merci. Florence, sur l'espace public, à Grenoble ou ailleurs. Ouais, alors j'aime pas. En fait, j'ai écouté et je me disais, j'aime pas le terme espace public parce qu'il banalise un square n'est pas un parc, etc., etc. Donc, c'est sûr que c'est un mot générique, mais en même temps, il dit ben tous. C'est aussi l'espace de la démocratie. Il y a l'espace public des femmes, l'espace. Ça devient un fourre-tout. Bon, on va pas redébattre là-dessus puisque c'est le mot de la fin. Moi, je pense que l'espace public, si je reprends le mot, c'est un espace de liaison. En fait, et ce que les équipes doivent rendre aujourd'hui, c'est une histoire de forme urbaine, c'est un récit de forme urbaine dans lequel on a des architectures ouvertes, fermées, ouvertes, racontées, voilà, qui ont de la chair, et dans lequel cet espace public il trouve sa place, quoi. Donc c'est assez organique l'espace public. C'est pas minéral, dur, froid, c'est quelque chose, un entre-deux, quoi. Donc, et je ne pense pas innover quand je dis ça, parce que l'histoire du paysage et l'histoire de l'architecture, voilà, c'est pour une autre fois qu'on en parle, mais on est d'accord. Et le plan Noli à Rome le dirait absolument. Donc c'est ça. Voilà. Absolument d'accord. C'est ça l'écosystème. Hein. Ok, on a bien compris. Pour finir, notre ami à mon avis, Carles Spazio Pubblico. Spazio Pubblico. À mon avis, la grande richesse d'une initiative comme celle-là, ça va être que ça va nous donner une vision des spécificités, singularités et l'identité propre de chaque habitat, de chaque quartier, de chaque partie de la ville. Et je crois qu'il n'y a pas aucun quartier qui soit égal à un autre. Et donc l'assimilation de ce qu'on peut faire dans un ou dans l'autre, c'est un peu une fausse attitude de comment faire. Par contre, je crois que parfois, on est en train toujours de réinventer des mots. Et du coup, quand il disait, mais l'espace public, c'est générique, oui, c'est le domaine. C'est le grand domaine de la res publica. C'est le grand domaine de là où se passe, pas ce qui est ordinaire, traditionnel, même la nouveauté, même la serendipity, même la découverte de nouvelles possibilités. Et là, la participation, donc la mise en valeur de qu'est-ce que tu veux faire avec ton espace. À la question, on discutait de 1.2 voitures pour ménage pour passer à 0.9. Une très grande discussion. Mais quand on dit, écoute, si on veut élargir les espaces en commun, les lieux pour les jeux des enfants, il faut faire quelque chose avec les voitures. Il faut enlever les voitures. Donc cette discussion, c'est républicaine, c'est-à-dire c'est sur la question publique. Si en plus on dit, là où il n'y a pas une rue, on veut faire une rue piétonne, là peut-être quelqu'un, lui, il dit, ça ne m'appartient pas, je ne vais pas payer. Donc aussi, il y a une question aussi avec les bailleurs, il y a des grandes questions, et je le dis solennement, des grandes questions de faire l'espace. Alors je me permets de dire quelques suggérences. Faire passage, faire place et aussi supérer la condition de quartier en soi-même. Et là, je me permets, aujourd'hui, je vis quelqu'un de Saint-Nazaire-Pornichet, de récupérer un concept que nous aimons beaucoup dans cette région de Saint-Nazaire-Pornichet, à la Bretagne, au début de la Bretagne. La vie métro-villageoise. La vie métro-villageoise. C'est-à-dire, on habite dans un espace très parochial, si vous voulez, non? Mais maintenant, on est à la métropole. Et pour ça, par exemple, l'arrêt de l'autobus dans beaucoup de ces quartiers doit être très magnifique, très beau, avec beaucoup d'informations. Et il faut que le bus il arrive, ou le tramway. Non? Mais ça, ce sont des investissements, et j'ai fini avec au moins j'ai fini avec ce raisonnement. On peut faire tout, donc faire l'agenda. J'ai paraphrasé Yves Lacoste, faire l'agenda pour avoir agenda. Mais dans l'intervention, on ne doit pas faire tout. C'est impossible. On doit sélectionner, choisir et cataclac, agir sur les questions qui aident à faire un peu la palanca. La ville est un jeu, je cherchais les mots en français,
c'est un jeu de plaques tournantes. Toujours. On n'arrête jamais de faire la ville. Et même de faire la ville dans les quartiers, avec les quartiers, et aussi avec ce sens de supérer les quartiers comme quelques parties de la ville qui est spécifique, morphologique. Non, tous sont des fédérations de quartiers. Les villes sont des fédérations de quartiers. Supérer ça, je crois, c'est très important. L'agenda, agenda, action, mais aussi l'agenda. On peut dire tout. On peut faire une très grande liste pour faire les courses. Non? Merci. Merci. Tu sais que plaque tournante, ça pourrait faire penser au narcotrafic. Hein. Il faut faire quand même attention. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Le sujet est tellement énorme. Mais voilà, je voudrais remercier.